Bon, bah, je vais continuer la discussion sur le quotient régulier et on donne quelques applications sur l'étude des fibrations de Hitchin généralisées. Je rappelle un peu le quotient régulier, comme on l'a étudié. Donc, on a un K, c'est toujours un code de base, suppose souvent caractéristique 0 pour simplifier la vie, et parfois c'est vraiment nécessaire pour l'instant. Donc, M, c'est un K schéma affine et défini. Donc, G, c'est un K groupe réductif. Agissant sur M. Et donc, d'abord, on a ce quotient au sein des invariants. Donc, M sur G, ce sera le spectre de l'anneau des fonctions invariantes sur M. Donc, il y a aussi un cas schéma affine de Tiffiny par le théorème de Hinberg, Mumford et compagnie. Ensuite, donc, je répète pour le point de base, c'est que ce quotient régulier classifie les orbites fermées de M. Et les orbites fermées ne forment pas un sous-schéma localement fermé de M. Donc ça n'hérite pas vraiment des propriétés géométriques de M. Donc on se demande si on peut former le quotient de l'ensemble des orbites ouvertes. Donc ça c'est M reg, des orbites réguliers. Donc c'est des M dans M. Donc la dimension de Gx soit maximale, donc il faut en caractéristique 0, caractéristique P, il faut faire un peu plus d'attention. Je vais passer le silence là-dessus. En caractéristique 0, c'est juste la dimension maximale. Alors, le quotient régulier, c'est essentiellement une structure algébrique sur l'ensemble des orbites ouvertes. Donc, pour le faire, il faut faire une rigidification, un construit assez connu en théorie des champs algébriques. Donc on prend I reg. Donc I c'est le schéma en groupe des stabilisateurs. Donc au-dessus de M. Donc en chaque point M, on prend le sous-groupe stabilisateur du point. Et donc là, quand on I reg, c'est la restriction de I à M reg. Donc là, on se trouve avec un schéma en groupe de fibres ayant tous la même dimension. Mais il y a des cas des variables, même en faisant ça, ce n'est pas plat, comme notamment quand l'action du groupe sur lui-même, la conjugaison, lorsque le groupe n'est pas simplement connexe. Donc souvent, pour pallier à ce défaut, on prend I'. Donc ça, c'est un sous-schéma en groupe ouvert qui est plat au-dessus de M reg, de Y. Donc souvent, il faut enlever quelques composants connexes dans les fibres. Mais voilà, donc avec ça, on peut dire la construction de rigidification. Je pense que c'était bien connu depuis longtemps, mais il y avait une article d'Abramovich. Et puis il y a Vistoli aussi.
j'ai un peu oublié de la personne au milieu, qui consiste en fait à enlever la soucoupe normale de gommer ce I'. Donc on a ce quotient de M quotient I'G, donc de supprimer I' dans les stabilisateurs. J'ai expliqué la semaine dernière comment on le fait. On fait une double descente assez standard pour construire. On fait deux fois la descente pour construire ce quotient. Donc ça a toujours un champ de Lee-Mumford. Donc les stabilisateurs qui restent, c'est le défaut entre I' et Y. Donc ça, c'est des composants connexes qui subsistent. Donc souvent, on va supposer lorsque I' est égal à Y, donc ça veut dire que lorsque Y lui-même est plat, donc là, on va noter simplement M reg sur G est un espace algébrique. Donc on va tout se placer dans ce cas-là. Donc là c'est algébrique, mais comme l'exemple du quotient Jacques-Hérallis que j'ai discuté la semaine dernière montre que c'est un espace algébrique, mais qui n'est pas un schéma. Donc, est un espace algébrique, mais n'est pas un schéma. C'est la restriction à la veille d'un schéma non séparé. Donc, se trouver n'est pas un schéma. Donc, voilà. Donc, du coup, on a ce diagramme. On a M. Là-dedans, on a M reg. Donc là, on a ce quotient régulier. Donc, je mets dans cette hypothèse que Y est plat. Donc, je prends I' et I. Donc là, c'est vraiment juste l'ensemble des orbites régulières sur lequel on peut mettre une structure algébrique, un espace algébrique. Et là, on a le quotient M mod G. Donc, bien sûr, on a un morphisme comme ça. Et donc, là, pour que cette théorie ait une quelconque utilité, ce qu'il faut démontrer, c'est le théorème suivant. Ce n'est pas très difficile, hein, le résultat de Morizet et moi, que ce morphisme-là est un. Donc là, pour l'instant, on doit supposer que la caractéristique de K est de 0. Alors ce morphisme est universellement fermé. Ça veut dire qu'il vérifie la partie d'existence du critère évaluatif. Bien entendu qu'il ne vérifie pas la partie d'unicité, comme dans beaucoup de cas, comme le cas typique, l'arc hyperbolique. Donc, on a il y a arc hyperbolique. Donc, GM agit sur A2, donc T, X, Y, T, X, T moins 1, Y. Donc là, le quotient au sens des invariants, c'est juste la droite affine. Et le quotient régulier, c'est la droite affine recollée avec elle-même en dehors de 0. Donc ce morphisme-là est typiquement fermé. Donc, si vous vous placez ici, vous pouvez relever
en deux façons différentes. Donc ça, c'est un phénomène général. Donc, j'explique la preuve. Donc, pour l'instant, l'hypothèse caractéristique 0 est essentielle. Mais ça devait marcher en caractéristique P, mais je ne sais pas démontrer. Alors, comment on fait? Donc on a appelons le critère évaluatif. Donc, R est une évaluation discrète. Donc, K, c'est le corps de fraction de R. Donc, on a ce diagramme. Donc, je suppose que ça coûte rien de supposer que le corps résiduel de M est le corps de base, petit k. On peut changer le corps de base de toute façon. Donc, on a ce diagramme. Donc, on a un morphisme du trait vers le quotient invariant. Et on suppose que le point générique s'envoie dans le quotient régulier. Donc, on a une orbite régulière sur le fibre générique. Donc il s'agit de montrer l'existence d'une flèche en pointillé qui fait que le diamètre commute. Donc on fait le truc le plus évident, c'est on va considérer le produit fibré entre le spec R avec ça. Comment faire Enfin, il y a des... Enfin, pour faire un argument rigoureux, il faut faire un peu attention des choses quand on va prendre le morphisme de spec de M, de spec R de M sur G, nous donne un morphisme d'algèbre dans R. Et donc, on va remplacer d'abord R par R, donc on note R' et l'image de ça. Et donc, ça, c'est par définition, R' est un K algèbre de Tifini. Donc, on va d'abord faire on va faire le produit fibré de spec R, R', fois M sur G et M. Donc on réduit le point K avec le point générique de ça. Donc là, c'est une K algèbre de Tifini. C'est un schéma affin de Tifini avec action de G. Donc on va se réduire à cette situation-là M'. Et donc avec maintenant un spec K'. Donc après une extension finie, on peut supposer que spec K s'envoie à M'. Donc l'idée, c'est ici maintenant, donc on va prendre l'adhérence de
enfin, comment dire, donc là, il faut faire récurrence. La caténarité pour se réduire vraiment à une situation où on a une courbe. Donc là, R' n'est pas nécessairement dimension 1, mais en caténarité, on peut se réduire à dimension 1. Donc dans quel cas on se retrouve à la situation suivante? On a M. On a M qui est au-dessus de R. Et R, ce sera spec K de M dans G. Et donc là, la première remarque est que après la réduction, la fibre spéciale est non vide. Donc, si la fibre spéciale est vide, on ne peut rien faire. Alors, la fibre spéciale non vide est parce que les orbites fermées correspondent bijectivement au point de R. Donc, sur la fibre spéciale, il y a au moins l'orbite fermée. C'est parce que les orbites fermées se correspondent bijectivement au point. Et ensuite, on va prendre la clôture. La clôture de Zariski. La clôture de Zariski de l'orbite de ce point X, ce point M. Donc là, on retrouvera la situation où M sur spec R est plat, parce qu'on est sur un trait et on prend la clôture Zariski, donc il n'y a pas de torsion, donc c'est automatiquement plat. Et la fibre générique a une orbite ouverte. Et la fibre spéciale est non vide. Ça, c'est vraiment important parce que la fibre spéciale est vide, on ne peut rien faire. C'est non vide parce qu'il y a l'orbite fermée. Donc, on utilise l'orbite fermée pour démontrer l'existence de l'orbite ouverte, en quelque sorte. Donc là, la conclusion, ça, c'est les hypothèses. Et la conclusion, c'est que la fibre spéciale contient une orbite ouverte. Et là, donc là, l'hypothèse que G est réductif est vraiment essentielle. L'axiome du groupe additif, ou l'axiome du groupe unipotent sur le plan. Vous voyez bien que ça ne marche pas, c'est vraiment l'hypothèse réductive qui est importante. Donc là, ici, il y a la notion de... quand je rappelle, il y a une axiome quelconque de G sur M.
Donc il y a une notion qui est due à l'origine à Arnon, qui est de la modalité. Et là, c'est le modèle générique. C'est juste on mesure c'est la codimension de l'orbite. Donc c'est D, G de M, c'est la codimension de l'orbite régulière. Comment? Enfin, c'est une orbite ouverte, mais régulière. Oui. Et donc M est irréductible. Alors le résultat de c'est dû à Weinberg et Popov, c'est que cette modalité, enfin la notion de modalité de Arnon, c'est la famille Marxman d'orbites de même dimension. Mais si on s'applique aux orbites régulières, c'est des modalités génériques. Ce qui est plus facile à calculer, c'est le degré transcendance des invariants dans les fonctions rationnelles. Donc il y a une orbite ouverte, donc il y a la seule fonction méoromorphe et une variance de fonction constante. Et voilà. Donc dans cette situation, donc on a M sur R, spec R, un schéma plat, un FIP un FIP spécial non vide. Eh bien, on peut définir cette notion de corps de fonction relativement à M en faisant la limite inductive des M moins Z de O. On prend surtout les schémas Z qui est sur spec R, les sous-schémas fermés, qui est plat. Et en faisant ça, on obtient un R anneau plat, donc de rang infini bien sûr, mais donc la FIP spéciale, c'est le corps de fonction de la FIP spéciale et la FIP générique, et le corps de fonction de la FIP générique. Et comme on est en caractéristique 0, donc en caractéristique 0, le foncteur V donne VG est exact. En fait, VG, c'est un foncteur direct de V, donc du coup, disons F. Donc on a F de G est plat. Et donc, ça, comme la FIP générique et comme la modalité générique de la FIP générique est nulle, il en est de même de la FIP spéciale. Donc voilà la démonstration. Je m'excuse un peu quand c'est un peu embrouillé. Je ne suis pas sûr que je mette des arguments dans le bon ordre, mais donc
Donc l'arc du Maury est quand même relativement clair. Il y a le premier point, c'est qu'il faut que la fibre spéciale soit non vide. Donc ça, on l'a parce que dans le cas si on affine, on a l'orbite fermée. Donc on a une orbite fermée, et ensuite on se réduit à la situation que la base est une courbe. La base est une courbe, et dans ce cas-là, on prend simplement la couture Zariski de la fibre générique. Donc là, on a un morphisme plat. Et ensuite, on se réduit à ces situations où un morphisme plat, la fibre spéciale non vide, un axe de groupe réductif. Donc il faut démontrer si sur la fibre générique, il y a une orbite ouverte, la fibre spéciale doit avoir une orbite ouverte. Donc là, on utilise ce critère de modalité générique qui dit que l'existence de l'orbite ouverte est équivalente à ce que les invariants dans le corps de fonction est trivial. Il y a une seule fonction invariante. Et comme c'est plat, donc ça passe à la fibre générique de fibre spéciale. C'est ça l'argument. Donc voilà. Donc seul l'intérêt de cet énoncé est qu'il est extrêmement général. Ça marche dans tous les cas. Sinon, ce n'est pas extrêmement difficile. Donc, maintenant, je vais discuter comment on l'utilise pour étudier les fibres de Hitchin très générales. Et ensuite, je vais donner des exemples. Et c'est surjectif ou... Oui, c'est surjectif. Parce que comme dans l'énoncé, il n'y avait que universellement fermé. Donc, si j'utilise l'hypothèse, il existe une orbite régulière semi-simple. Donc l'ouvert principal est. Oui, c'est surjectif. Oui. Pardon. Oui. Pas toujours. Pas toujours. Dans le cas des formules des traces, il y a toujours des sections pour certaines raisons, mais dans les cas méchants comme le commutant, il n'y a pas de section. Dans le cas méchant en quelque sorte, le cas du schéma commutant avec deux matrices qui commutent, alors le quotient invariant, c'est le schéma de Chow, de cycle dimension 0, qui est singulier. Alors là, c'est une région de singularité. Tu ne peux pas faire une section de région de singularité. Donc, il y a des sections, justement, dans les cas où le morphisme de M rect sur M, mod G, est lisse. Donc là, il y a des sections. Oui. Donc, on a toujours cette situation où M est un cas schéma affine qui est défini, et j'ai une carreau préductif agissant sur M. Et j'aurais dû mettre cette hypothèse toujours, parce que sinon toute l'étude n'a aucun intérêt. C'est l'hypothèse de Luna Richardson. Et qu'il existe une orbite fermée et régulière. Donc dans tel cas, il y a un ouvert M principal, qui est donc des réunions des orbites
fermée et régulière. Et là, les stabilisateurs, ou les stabilisateurs forment la composante neutre peut-être. Forme une classe de conjugaison de sous-groupes réductifs G. Donc, on a cette situation M principale, c'est l'ouvert le plus joli. Ensuite, il y a M régulier. Et ensuite, M. Donc, dans le cas usien, c'est des matrices régulières semi-simples, des matrices régulières et dans les matrices. Donc, tout ça, c'est invariant. Donc, on a on a ces M qui s'envoient sur M sur G. On a M avec qui s'envoie sur M. Donc, je suppose l'hypothèse, l'autre hypothèse, c'est que I régulier est plat. Donc là, c'est largement par commodité parce que je ne veux pas mettre le I' qui m'embête un peu. Donc là, c'est un morphisme fermé, universellement fermé, et qui est un isomorphisme au-dessus du lieu principal. Voilà. Et donc là, il y a l'axiome de G. Et le dernier ingrédient dont j'ai besoin pour construire les fibres de Hitchin, c'est une axiome d'un autre groupe, une sorte de centre qui agit sur M et commutant à l'axiome de G. Donc ça, souvent, c'est un tort. Je suppose que c'est un tort pour simplifier. Donc dans le cas de l'axiome adjoint, l'algèbre de Lie, c'est le scalaire. Mais je vais vous discuter aussi dans le cas de fibres Hitchin multiplicatifs aujourd'hui, donc où il y a un tort beaucoup plus gros. Donc on a donc la fibration de Hitchin généralisée. Donc on fixe une courbe. Une courbe projective lisse x sur k, projectif lisse, et on fixe aussi un Zm torseur L sur x. Donc ici, le fibre en droite dans le cas de l'axiome adjointe. Donc là, on a la fibre Hitchin, le champ M, qui sera simplement le champ des morphismes de x, vers M divisé par G divisé par ce centre. Et ensuite, on tient que si on s'envoie sur le classifiant du centre, on retrouve ce torse fixe. Et donc, ça s'envoie, le morphisme de Hitchin, ici, c'est s'envoie à A, dans X dans M mod G, au sens invariant, mais au quotient par le centre au sens champêtre. Donc, on se demande que ça soit aussi au-dessus du même torse L. Donc c'est exactement
la fibre originelle. ZM, oui, bien sûr. Pardon. Où M, c'est l'algèbre de Lie, G, c'est le groupe, et Z, ZM, c'est le scalaire. Et donc, en suivant ce diagramme, on a à l'intérieur de M une partie ouverte, M rec, on remplace simplement M par M rec. Divisé par G fois Zm. Et là, on remplace ce quotient par le quotient régulier. On a B de x vers m, le quotient régulier, aussi divisé par Zm. Donc ici, parce qu'on tord tout par Zm, donc localement, on ne le voit pas du tout, ce torseur, mais globalement, on devait le mettre pour avoir les modules non vides. Et là, on a morphisme de B vers A. Et donc, donc, par construction, donc tout comme dans le cas de la symétrie usuelle, ce morphisme de partie régulière est beaucoup plus facile à comprendre que la première, bien sûr, parce que ce morphisme-là est une gemme. C'est une gemme qui est liée par le centralisateur régulier qui est J sur donc, M rec sur J. Donc en quelque sorte, on l'a vraiment construit exprès pour servir de support pour le centralisateur régulier. Et qui peut être défini comme le lien qui lie cette gemme. Donc J est un schéma commutatif. Si c'est un groupe défini à un automorphisme intérieur près. Mais c'est un vrai groupe s'il est commutatif. Donc, si pour tout B dans B, on peut noter J de B, c'est l'image réciproque de J. Donc là, c'est un schéma en groupe lisse. Supposons qu'on est dans ce cas. Donc, il y a des cas intéressants, on n'est pas commutatif, mais supposons que c'est des commutatifs. Donc, sur X, c'est un schéma en groupe lisse commutatif. Et comme votre P de B, c'est le torseur de ce J de B. Donc, du coup, on a le morphisme de M rec. Donc, notons ça H, notons ça G, H rec. Donc, pour tout B dans B, H rec moins 1 de B est un torseur sous P de B. Donc, ce torseur est trivial si on arrive à trivialiser cette gemme, qui arrive souvent. En tout cas, je pense ici un point que je ne vais pas aborder, c'est comment calculer la classe de cette gemme. Je pense que c'est un point important de comprendre cette gemme, qui logiquement devait être liée
devait être relié au facteur de transfert de l'ancien stade dans beaucoup de cas. Donc, ce morphisme-là est formellement un torseur sous un schéma en groupe. Donc, souvent, le cas, c'est un schéma abélien. Et ce morphisme-là, on comprend aussi, donc si on note A avec le cœur, c'est les morphismes de A de X dans M, mod G, mod Zm, dZm. Donc peut-être que l'image intersecte avec la partie principale. Donc, si on régulier semi-simple, alors on a le morphisme de B est surjectif. Donc, à cause de l'énoncé précédent sur l'existence du valuatif, critère valuatif. Sur le critère valuatif. Vous avez un morphisme de X vers ce quotient et qui rentre dans la partie principale presque partout. Donc dans le point qui reste, on utilise le critère valuatif pour le relever. Donc voilà. Donc ça, c'est les arguments que j'ai utilisés dans le cas adjoint. Donc j'aimerais bien, cette partie-là se généralise très bien. Donc je vais raconter quelques exemples. Mais il y a un point qui se gère beaucoup moins bien. Ça, c'est en fait qui était en quelque sorte découvert dans l'étude du cas multiplicatif par Jingren-Chi, et qu'en fait, donc dans le cas adjoint où en fait où B est égal à A, où le quotient régulier et le quotient principal est la même chose, dans ce cas-là, les fibres de la partie régulière est dense dans M fibre par fibre. Et là, ça ne marche plus du tout en général. Donc ça marche dans le cas multiplicatif. Il y a des composantes irréductibles qui ne sont pas du tout régulières. Mais il y a quand même quelque chose qui marche, c'est assez étonnant. Mais donc en tout cas, je vais raconter cela la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va continuer ces exercices dans quelques exemples. Donc là, le cas le plus joli, c'est le cas de fibration de Hitchin. Ah. C'est partie cœur, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Pour UNL. Donc, en quelque sorte, c'est le cas le plus joli parmi le que je comprends dans les fibres de Hitchin pour les groupes réels. Donc, l'étude était dans la thèse de commencer par la thèse de Chaposnik, de Loracho Chaposnik, et qui a été ensuite repris par Oscar, Katia Prada et Néon Pietto, et ensuite qui est aussi repris par Mojon Hamester et Moïse en suivant cette approche.
En tout cas, au moins maintenant, ce que fait Charles Sputnik est complètement devenu relativement transparent avec cette approche. Donc, est-ce qu'on voit, donc ici G, c'est GLN fois GLN. Donc, on représente ça comme une matrice, une matrice en bloc D, le bloc N fois N. Donc, il agit sur M. Donc là, c'est l'espace vectorien de 0 BC. Aussi des matrices en bloc N fois N. Donc, ça agit par conjugaison. Donc, G H agit sur X, Y. C'est G X H moins 1 et H Y G moins 1. C'est l'action. Donc là, on voit bien sûr les invariants évidents, c'est qu'on voit ça sur le x, y. Et aussi y, x si on veut, mais le polynôme caractéristique, le polynôme caractéristique y, x. Caractéristique x, y, x. Donc c'est ça le quotient. Donc, on voit dans ce cas-là, donc ici par exemple, là on peut utiliser Richardson. Il est beaucoup plus général, mais si on s'applique à ce cas-là, on trouvera que ici le M mod G va être l'espace affine des polynômes caractéristiques. Luna Richardson, c'est un moyen vraiment très efficace pour calculer ce quotient invariant dans les cas, surtout dans les cas où M est normal, irréductible. Et là, si on fait des calculs, on trouvera que M mod G est deux copies de AN identifiées sur l'ouvert où AN est non nul. AN, c'est le déterminant de x, y. Donc, il y a deux copies, et puis il y a ce diviseur qui est donné par le déterminant de x, y. Donc, c'est juste deux copies. Et donc, dans ce tableau, on a on a ce B et ce A. Donc, le A est on a ce B, on a ce A qui est le morphisme vers ceci. Donc, ça, c'est l'espace vectoriel habituel. Et là, on a ce morphisme B. Donc, on a une flèche vers, disons ça c'est x vers m mod G, donc ça c'est AN, et puis on veut relever dans m mod G. Donc supposons que si l'image n'est pas entièrement contenue dans cette droite, alors c'est une isomorphisme partout, mais au-dessus de ce lieu, on a deux choix. Donc ça, c'est un morphisme quasi fini, mais en fait, je crois que c'est fini. Et de fibres de cardinalité, de cardinal 2 à la puissance de D, où D est le nombre de... C'est le réduit c'est le nombre de points
de diviseur, de déterminant de xy. Donc, ça c'est le réduit parce qu'on compte mais donc génériquement, B sur A, c'est un morphisme fini étal de degré 2 à la puissance n fois degré de n. Donc voilà, c'est le. Et ensuite, donc la fibre. Donc si supposons que la cause spectrale est lisse, alors la fibre de Hitchin, dans ce cas-là, ce sera la réunion disjointe de deux puissance quelque chose de la jacobienne, de la petite picade, de cause spectrale. Voilà. Et donc ce nombre-là est expliqué par ce défaut entre le quotient régulier et le quotient non, il y a n, il y a toujours le fibre en droite n. Le fibre canonique, si tu veux. Non, oui, bon, il y a le GM qui agit ici. C'est la somme scalaire ici. Voilà, donc même dans ce cas-là, là, je pense que les gens n'ont pas fait le calcul, mais je pense que il y a donc, bien sûr, sur les fibres les plus régulières, c'est des variétés béliennes, c'est des tout, mais dans les fibres singulières, il y aura des composantes irréductibles qui sont différents des composants régulières ici. Donc, c'est l'exemple que je vais montrer maintenant. Donc il y a un autre cas qui est vraiment remarquable, mais qui est beaucoup plus étudié en quelque sorte, au moins de ce point de vue. C'est le cas de la fibration de Hitchin multiplicative. Donc ça, c'est une situation qui était, je pense, qui était d'abord étudiée par Markman Hurtubise et ensuite il y a les travaux de Franken et moi-même où on a introduit dans ce langage-là et ensuite, ça a été poursuivi, étudié en beaucoup plus de détails et beaucoup plus de difficultés par Boutier, suivi de Chi. Et maintenant, c'est la troisième thèse, c'est le de Wang. Je pense que maintenant, il est plus ou moins complet. On a une compréhension aussi bien que possible. Donc, d'expliquer la situation. Donc le problème local, c'est le suivant. Donc on a un GN roux prédictif et sur un corps local, donc archimédien, donc sur un O. Donc disons que c'est de série formelle. Et on va prendre gamma dans G de F, un élément régulier semi-simple. Et
on rappelle aussi on a des composés de carton. Qui est décompose GF en une réunion de double classe. Où lambda parcourt l'ensemble des cocaractères dominants. Et ce qu'on aimerait bien comprendre, c'est l'orbite, la classe de conjugaison de O gamma, intersectée avec l'une de ces doubles classes. Donc on veut comprendre cela géométriquement. Donc on voit ça comme une analogie multiplicative. Ça c'est en quelque sorte c'est la fibre de Springer affine. Multiplicative. Donc au lieu de la fonction caractéristique des points entiers de l'algèbre de Lie, on prend ces doubles classes. C'est là un peu la difficulté de l'affaire. Donc bien sûr, c'est très naturel du point de vue premier des traces, parce que c'est les interorbitales qu'on veut comprendre. Donc, et puis souvent, on va prendre aussi les lambda prime avec lambda prime plus petit que lambda dans l'ordre habituel dans ceci. Voilà, donc c'est ça. Donc le plus de Springer, c'est des G. Dans GF, G de O, tel que G-1 gamma G soit dans la réunion lambda prime plus petit que lambda de G, O, T, lambda prime, G de O. Donc ça, c'est littéralement vraiment la fibre de Springer multiplicative qu'on va étudier. Donc on va... oui. Donc il y a eu... Donc ça, c'est cette fibre de Springer M, il dépend donc de gamma, il dépend aussi de lambda. Et il y a bien sûr un nouvel régulier, c'est de M. Oh, pardon, c'est réunion. Comment on écrit la réunion maintenant? Enfin, merci. C'est vraiment l'Alzheimer avancé, j'arrive plus à la réunion. Bon, voilà les... je dis tout de suite un peu le... bon, donc là, comme dans le cas de... comme dans le cas des... dans le cas de cas additifs, donc ces fibres de Springer, il peut avoir un nombre infini de composantes, mais ces composantes nous sont complètement gommées par l'axiome du centralisateur. Donc il y a l'axiome de... On peut définir cette axiome P gamma, donc l'analogue local de ce P gamma, qui agit sur M gamma. Et dans le cas additif, cet axiome induit une axiome simplement transitive sur les composantes irréductibles. Donc ici, ce n'est plus le cas. Donc ici, Pi0 de P de gamma n'agit pas transitivement. Donc là, c'est vraiment le résultat de Chi. N'agit pas transitivement sur les composantes irréductibles de ça. Mais l'ensemble
Et on a aussi l'ouvert régulier, où on me demande que G-A gamma G soit régulier en fibre génique et spéciale. Ou peut-être que G-1 gamma. Enfin, là je n'ai pas défini, il faut que je définisse. Enfin, il y a une partie régulière qui ressemble à cette situation, mais pi 0 de P gamma, cet ensemble est fini. Mais il est très gros. Donc il y a des composantes, il y a ici des composantes qui ne sont pas régulières. Mais qui est le plus étonnant, c'est en fait que c'est quand même les composantes ont quand même la même dimension. C'est ça, je trouve, c'est le fait le plus étonnant de cette histoire. Donc les parties régulières ne contrôlent pas tout, c'est juste un tout petit nombre de composants. Il y a d'autres composants, il y a beaucoup plus. Mais néanmoins, les autres composants ont la même dimension que la forme régulière. Donc c'est ça les... Pour que ça ne soit pas trivial, il faut une condition sur G ou ça? Non, n'importe quel G. Oui, oui. C'est une condition sur la différence. Donc, pour la classe de conjugaison, il y a un polygone de Newton. Pour la classe de conjugaison, c'est le polygone de Newton de classe de conjugaison, de polygone caractéristique. Et celui-là, il doit être plus petit que lambda. Et s'il est vraiment plus petit que lambda, donc là, ça commence à avoir des phénomènes bizarres, enfin, tous ces composants. Quand c'est très proche de lambda, en fait, ce nombre de composantes, dans beaucoup de cas, s'exprime comme le poids du polygone de Newton dans le réductif de lambda, du groupe dual. Donc, ce qui est quand même assez remarquable dans ce cas. Mais je vais expliquer ce théorème la semaine prochaine, essayer de mettre en place un peu les histoires du quotient régulier ici. Donc, pour définir ces fibres de Springer multiplicatives dans le même cadre, il faut arrondir G. Donc, ça, c'est d'introduire le semi-groupe de Winberg. Donc là, je commence par un G qui est groupe semi-simple et simplement connexe. Et on introduit un G+, qui est T fois G. Donc T, c'est le tore maximal de G. Donc T fois G divisé par le centre qui agit de façon antidiagonale. Donc là, on a oméga 1, oméga R, donc qui est dans les poids dominants les poids fondamentaux. Et alpha 1, alpha R dans des racines simples. Donc on arrive à l'étendre à G+, donc tout ça c'est de G, en faisant les formules sous-en. Donc on a dans ρ I qui va de G dans Gn de VI, et donc on a ρ I plus de T fois G. Si on va dans la même chose, en faisant ρ I plus de T de G, on multiplie, on fait oméga I fois ρ I de G.
Donc l'idée, c'est en fait de multiplier la matrice des mineurs d'ordre I par un scalaire pour le rendre entier. Et donc on a aussi donc alpha I plus de TG, nous s'appelons alpha I de T. Donc de sorte on a maintenant le alpha plus et rho plus, ça nous fait un homomorphisme de T de G plus. On voit bien que tout ce qu'on fait le centre s'envoie trivialement. Parce qu'ici, ça s'annule. Et le centre est aussi annulé par les racines. Donc là, ça fait un produit de Gm à la puissance R fois produit de I à 1 à R de GLN de VI. Donc ça, c'est les représentations fondamentales plus des scalaires. Et donc, on définit, donc en caractéristique 0 au moins, en caractéristique 0, on définit V de G comme l'adhérence de G+. Donc là, c'est une immersion fermée. Maintenant, on prend l'adhérence dans AR, soit et on a aussi V0 de G, qui est l'adhérence de G+, dans la même chose, mais et ici, dans les endomorphismes, on va enlever 0. Donc, a priori, ça paraît un peu étrange, mais il y a deux choses à remarquer. C'est une chose qu'on peut on va reprendre la construction dans l'autre sens. Si on prend le G adjoint, bar, la compactification magnifique de G adjoint. Donc pour tout le repas adjoint, il y a une sonne magnifique. Alors ces compactifications a un groupe de Picard bien déterminé. Du coup, on a un torseur universel. Donc, en fait, V0 de G et un morphisme vers G de hat, qui est le torseur universel sous le groupe T. Donc, c'est le torseur universel sur G à part. Donc, ça, c'est une autre façon de définir le V0 de G en prenant le torseur universel par l'anneau de Cox de G hat bar et VG devient la couture affine de ce machin. Donc ça c'est une autre façon de faire. Et donc aussi, pourquoi on a besoin de cette construction? C'est parce que en utilisant ça, on peut lire le carton. Dans le cas GLN, disons qu'une matrice soit dans une telle double classe. Ça veut dire que quand vous l'envoyez la matrice, vous envoyez la matrice dans les endomorphismes des mineurs, la PGCD des entrées des mineurs soit donnée. Et c'est la même chose, multiplié par une constante donnée, ça devient entière. Donc cette construction est exactement façonnée de façon qu'on puisse lire des cartons en général. Donc ça, les deux choses sont ensemble. Voilà. Et donc on a bien sûr, on a d'abord un peu la théorie des invariants sur ce produit de Weinberg. On a VG, donc bien sûr on a l'axiome de G à gauche et à droite. Si on me divise par G fois G,
eh bien, on va trouver le A puissance R. Donc, on retrouve que ces parties-là. Donc, l'action sur G ne dérange pas les racines sur le tore. Et puis, si on divisé par l'adjoint de G, eh bien, d'abord, on associe. Et puis, on a un autre à R. Donc, ici, c'est les traces de Rho plus de TG. Rho I plus de TG. Donc le quotient invariant, c'est ça. Et maintenant, on va chercher de comprendre c'est quoi les orbites régulières. Donc la partie régulière de VG avec AG. Donc là, bien sûr, la fibre, la plus difficile, c'est la fibre, c'est la fibre 0. Donc N, c'est disons, ça c'est morphisme, disons que c'est qui plus. C'est qui plus moins 1 de 0. Quelle est la fibre 0? Eh bien, il se trouve qu'on peut l'écrire. Il y a encore des descriptions combinatoires compliquées, mais en tout cas, la partie régulière est on a n règles dans la proposition ici. Donc là, d'abord la définition. C'est donc W, c'est le groupe de Weyl de G. Et S, c'est l'ensemble des racines simples par rapport au choix d'une chambre de Weyl. Et on a un élément S corséteur. Corséteur, c'est un produit de SI, SA, S2, SR, où ici I dans SI est une bijection de l'ensemble de A à I, A à R sur l'ensemble des racines simples. Donc delta ou S. Donc si on choisit un ordre entre les racines simples, on peut faire le produit. Donc ça fait un produit. Donc ça, c'est un ensemble corsétaire par rapport au choix d'une chambre. Et il se trouve que deux choses. La première chose, ils sont tous conjugués. Donc ces éléments S corsétaires sont conjugués. Mais ça ne fait pas toute la place de conjugaison. Il y a d'autres éléments corsétaires qui ne sont pas S. Donc, le morphisme ce morphisme entre les bijections et les éléments corsétaires peut ne pas être injectif. Donc, ils sont conjugués, mais donc on a l'ensemble de S corsétaire est strictement plus petit que l'ensemble de corsétaire. Donc ici, c'est tous les éléments, c'est la classe de conjugaison des éléments de corsétaire. Donc là, c'est l'élément S corsétaire qui est défini comme dessus. Donc ça, c'est différent. Et ici, cet ensemble est le cardinal de l'ensemble du groupe de W divisé par H, par le stabilisateur d'éléments corsétaires. Alors ici, c'est le nombre de points, ici c'est 2 puissance R. Où R, c'est le nombre de racines, si G est simple. Donc c'est deux ensembles qui sont différents, donc il faut pas s'embrouiller. En tout cas, on a une bijection
entre les composants connexes. Il y a un nombre fini d'orbites régulières entre l'ensemble des orbites régulières dans N et l'ensemble des S offsetaires. Donc tous les éléments qui peuvent s'exprimer comme un produit des réflexions simples dans un certain ordre. Et cet ensemble a 2 puissance R éléments. Voilà. Et en fait, ça c'est relié au résultat de Boutier sur les sections de Sternberg étendues. Alors, en fait, ça commence à Sternberg, donc quand G est simplement connexe, on a ce morphisme de G vers T sur W. Et Sternberg définit une section epsilon, comment j'appelle ça, W. Bon, il y a des choix, mais ça dépend de ce W. Chaque fois qu'on a un élément cossétaire, Sternberg construit cette section. Et ça, c'est Sternberg. Et Boutier m'a montré que cela s'étend à la section de Sternberg. S'étend au monoïde de Wingberg. Et ce qui est vraiment joli, c'est qu'en fait, vous voyez, à l'intérieur de G, ces sections sont conjuguées, mais quand on va au bord, elles ne sont plus du tout conjuguées. Quand on va à la fibre-nipotence, ça devient des orbites régulières différentes. Donc, en fait, c'est ça, les sections de Sternberg, ça fait qu'on a le V de G régulier divisé par G vers ce VG. C'est une réunion. Donc, il a une section de Sternberg, ça donne ce machin est une réunion d'ouverts affines qui sont tous isomorphes au quotient invariant. Donc, c'est la même chose, mais qui sont reliés un peu différents, qui sont identifiés dans les yeux différents. Mais ils sont complètement différents mais sur la fibre nipotente. Ils sont complètement séparés. Il y a 2 puissances quelque chose. Et voilà. Et avec ça, on arrive à décrire complètement, comme dans le cas précédent, la partie régulière de la fibre Hitchin multiplicative. Mais néanmoins, il n'y a pas de densité comme dans le cas additif. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que je répète, c'est qu'en fait, même si ce n'est pas dense, ça donne un contrôle sur la dimension des autres fibres. Voilà.